Soyez les bienvenus à cette salle de conférence du Palais des Congrès de ce 13e congrès de l'AIVE. Un des axes importants de ce congrès est le fait de quelques exemples d'inclusion en culture et dans le monde du spectacle de Barcelone. Hier, nous avons pu en voir un et aujourd'hui, nous allons refaire ce genre d'expérience. Vous voyez que je suis très bien accompagnée sur la scène. Je vous présente le projet Musique pour l'inclusion. Je vous explique de qui il s'agit, de ce groupe de jeunes gens. Il s'agit du groupe Clams. C'est une bande de pop catalan comprenant une douzaine d'élèves de la chorale de l'école d'éducation spéciale Mare de Déu de Montserrat et de divers musiciens qui font partie de la scène musicale indépendante de Barcelone. Ils font partie donc du projet Musique pour l'inclusion dans le but de changer le regard des gens vers les personnes qui ont une différence fonctionnelle tout en rendant visibles les capacités de ce groupe et d'être donc un pont entre les deux. Aujourd'hui, Clams va nous présenter les chansons de leur premier disque CD. Allez-y. Vaig veure't a sobre del coet, volies tocar el cel. Vaig veure't portant una ambulància. Intentava atrapar-te amb peus triats. Sé quello que fai. Tu vols el gos somrientes, rient sols. Tu vols només el tros dolç i ho dius cantant fort. Ara no hi ha por. Escales sense gana, mullada, amassalada. Mira que explica el conte de l'amor que vens al malson i tu mentre volant en un coet. No hi ha promesa
Bé, moltes gràcies. Merci beaucoup. Donc, c'est notre tout premier disque réalisé par Clams. Vous trouverez toute information nécessaire sur le site clams.cat. Perdonar. Deixa-ho estar. Deixa-ho estar. Silenci horitzontal. No deixis portar. Dilluns matí, la mandra em guanya, em pren un tros de mi. Saps que de bon matí ningú s'ha d'agrair. Moltes gràcies. Bé, ja, doncs, per acabar, farem la darrera cançó. Et pour terminer, la dernière chanson, Satellite et espace, est son titre. Et je voudrais remercier l'organisation du congrès de nous avoir montré sa confiance dans notre projet, particulièrement Antonia Hernandez, qui nous a toujours prouvé sa confiance. Merci. Teva infància i vols tornar, no pots avançar. Mires, gemegues, ets com la prota d'un conte animat. Em fas viure en realitat. Les ceres que s'obren estan
són els teus cabells. Envoltant la meva pell. Ulls oberts cercant el cel. Tot tremola. Això no és tan estrany, són instants gegants. Això no és tan estrany, ens fa voler apropar-nos a l'espai. Són els teus cabells. Envoltant la meva pell. Quan em mires des de baix. Tot tremola. Vull que t'apropis per olorar-te, per olorar-te. 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 Moltes gràcies, us presento la banda. La Carla, la Eli, l'Helena, la Judit, la Maria, la Laura, Juan Carlos Luque, Mandola guitarra, en Jordi Ribas a la guitarra, la veu, l'Albert, el superballarí, l'Aina, l'Alicia, la Sara, la Bea. I sisplau, un fort aplaudiment per Margarita Rius a la direcció. I jo mateix aturo. Moltes gràcies i fins una altra ocasió. Podeu seguir tota la informació a clans.cat. Gràcies, bon dia. Gràcies. M'he emocionat. S'ha emocionat el que feu, Gràcies. Què podem dir? Que pouvons-nous dire? Tout simplement un grand merci à ces garçons et filles de Clams et merci aux musiciens qui travaillent tellement bien en faveur de l'inclusion. Monsieur le maire de Barcelone, Javier Trias, a voulu saluer personnellement ces jeunes gens qui sont maintenant accompagnés par leurs parents et qui vont nous quitter. Ils ont vraiment bien travaillé
Et ils ont même un disque CD qui s'appelle Clams et qui contient 4 chansons très jolies. Pendant que l'on meuble la scène pour notre table ronde des maires, je voulais vous rappeler quelques points. Educadoras 2014 est le password, le mot de passe pour l'accès au Wi-Fi. Et vous pouvez télécharger l'app du Congrès en cherchant le mot AIEC. Vous avez également à votre disposition 2 zones équipées de tablettes pour faire toute recherche sur Internet. Se trouve dans la zone des Speakers Corners. Autre chose encore, pour le bon fonctionnement du congrès actuel et des futurs congrès également, il est très important que vous répondiez aux questionnaires d'évaluation qui se trouvent dans le hall du bâtiment. C'est très important, en effet, pour nous de disposer de vos opinions. Vous pouvez déposer vos questionnaires remplis dans certaines boîtes qui se trouvent à cet effet dans la même zone. Nous allons passer maintenant à une séance très spéciale, la table ronde des maires de ville. L'idée de cette table ronde est d'exposer, de partager quelques aspects décisifs de ces villes qui ont lancé l'idée de la ville éducatrice. Et qui mieux que le docteur Salvador Cardús, sociologue, périodiste, écrivain et docteur en sciences économiques et membre du comité exécutif, va la modérer. Lorsque nous avons demandé sa présence, d'ailleurs, il va se présenter et présenter les participants à la table ronde qu'il modérera. Je vous remercie déjà, Dr Cardús. Me han dicho... Nice to meet you. Molt bé. Molt bon... Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur le point de commencer ces échanges en table ronde avec les maires des villes fortement engagés par rapport au mouvement, car c'est en effet un mouvement, ce n'est pas seulement une association, mais un mouvement, celui des villes éducatrices. Quand j'ai commencé mes études de sociologie, il y a pas mal de temps, on nous disait qu'il y avait 3 grandes organisations dont le rôle était très important dans les domaines des processus de socialisation, à savoir la famille, l'école, et à l'époque, on parlait aussi de l'Église à l'époque. Dans notre pays, en tout cas, je ne sais pas si cela apparaît encore dans les manuels de sociologie de notre pays, mais ce qui est curieux, c'est que dans ces manuels de sociologie de l'époque, il y avait ces institutions-là sans précisément qui apparaissent la ville comme l'un des éléments essentiels de socialisation et donc d'éducation des personnes. La ville, c'est l'espace où s'établissent de façon très pratique ces relations qui en grande partie existent dans d'autres domaines institutionnels, mais c'est précisément l'espace de la relation civique et démocratique. Et donc, de là, sa valeur éducatrice. La ville, on peut en dire que c'est l'espace de la vertu où s'exercent les valeurs qui s'apprennent dans la pratique même, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, et deviennent donc des expériences pratiques
où on peut exercer le phénomène de l'exemplarité. L'association internationale et chacune des villes qui en font partie, qui sont des villes éducatrices, sont celles qui ont pris bien conscience de ce rôle fondamental de la ville en tant qu'agent de socialisation et d'éducation et se sont engagées à agir en ce sens de manière positive et proactive. Et ce midi, nous avons la chance d'avoir ici avec nous, devant vous, 5 maires de ville qui ont acquis cet engagement, qui ont pris conscience de l'importance de la ville en tant qu'institution, en tant qu'espace d'éducation, et qui peuvent donc nous aider à mener une réflexion par rapport à cette vision pratique de ce qu'est leur expérience vertueuse, pourrait-on dire, en termes d'éducation. Et si vous me le permettez, très brièvement d'ailleurs, je ne vais pas vous raconter leur curriculum entier. Je crois que nous voulons surtout nous consacrer au contenu de notre table ronde. Je vais vous faire très brièvement une présentation de ces personnes. À ma droite, en commençant par là, vous avez M. Ken Kiuli, maire de Jechong, ville industrielle de 137 000 habitants, située au centre de la Corée du Sud, à 2 heures de Séoul. Et M. Lee a occupé divers postes de responsabilité, mais outre qu'il en est le maire de cette ville, je crois qu'il est important de souligner qu'il fut président et membre impulseur de la Fédération coréenne du monde juvénile ou du monde de la jeunesse. Je le dis parce que c'est un aspect intéressant de son curriculum. Nous avons également, à côté de lui, Monsieur Pedro del Cura Sánchez, maire de Rivas Vacia Madrid, une ville de 75 000 habitants. Il est licencié en pédagogie, diplômé en éducation sociale. Il s'est consacré à la gestion en intervention sociale et communautaire pour l'éducation non régulée, pour les politiques donc dédiées à la jeunesse. Et c'est une ville, Rivas Vacia Madrid, particulièrement reconnue par rapport à cette vocation éducatrice et sa vocation par rapport elle est très connue dans des villes catalanes et Barcelone particulièrement. Je laisse pour la fin Monsieur le maire de Barcelone. Je continue avec Madame Monica Fein, maire, intendante, comme on dit là-bas, de la ville de Rosario, en Argentine. C'est une énorme ville de 150 000 habitants, avec une aire métropolitaine d'1,5 million d'habitants. Donc, c'est quelque chose qui commence à ressembler à ce que nous avons ici à Barcelone. Madame Fein est biochimiste de formation, députée du Frente Progresista Cívico et Social comme parti, et a été reliée avant de s'occuper de la mairie de Rosario. Elle s'est occupée de santé publique, particulièrement parmi d'autres choses très intéressantes, la mise en marche d'une maternité et d'un hôpital infantile. Vous le savez, Rosario sera le prochain siège du prochain congrès, le 14e, et donc Barcelone lui passera le témoin. Enfin, nous avons Madame la maire Esther Alder, vice-présidente du conseil d'administration à Genève, et la fonction de maire fait l'objet d'une tournante annuelle. Elle fait partie donc du Parti des Verts et elle avait dirigé une organisation, Carrefour Rue, association privée d'action sociale consacrée aux personnes sans abri
du monde entier d'ailleurs. Professionnellement, elle est assistante sociale, comme on dit en français. Et nous avons donc avec nous Monsieur le maire de Barcelone, Monsieur Javier Trias, licencié en médecine et chirurgie, spécialisé en pédiatrie, qui a été médecin à l'hôpital infantile de Valle d'Hebron avant de se lancer en politique. Et ensuite, il est devenu ministre catalan de la Santé, ministre conseiller à la présidence. Il fait partie du groupe parlementaire de Convergencia y Unión et il est actuellement maire très apprécié de Barcelone. Voilà donc les personnes qui font partie de cette table ronde et qui nous accompagnent. Peut-être que l'un des aspects les plus importants de leur curriculum vitae, c'est leur origine, à savoir le monde de la jeunesse, de la santé publique, du travail social. Et je suis sûre que cette origine a marqué profondément leurs préoccupations lorsqu'ils ont eu l'occasion de devenir maire de leur ville. C'est donc une expérience qui, j'en suis sûre, fait en sorte que cet engagement ne reste pas quelque chose de théorique et même de rationnel, mais qui est quelque chose de réellement vécu. Alors, en premier lieu, dans l'ordre dans lequel ils sont assis, je vais poser une question aux maires et je leur demande une réponse très rapide, très brève, de 2 ou 3 minutes. Nous aimerions avoir une première idée de ce que sont les défis qui se posent à leur ville en termes d'inclusion sociale, notre thème central du 14e congrès. Si vous voulez commencer à répondre à cette question quant aux défis principaux de votre ville en termes d'inclusion sociale. 예, 제천시장 이근규입니다. 그동안 우리 한국 사회는 이 수직적인 그런 리더십. Alors, je représente la ville de Chengchong. Et la structure, le fonctionnement de cette ville ne fonctionnait pas du tout. Enfin, c'est un fonctionnement qui n'allait pas du tout. La ville était complètement dégradée et nous avons essayé d'harmoniser cette structure. Et dans notre ville, nous développons le concept de citoyenneté, de citoyen. Chacun des citoyens doit être considéré comme maire de sa propre ville. Chacun des citoyens doit s'inquiéter des mêmes thèmes qui inquiètent le maire lui-même. Et ainsi, nous pouvons inclure tous les groupes qui sont marginalisés. La structure de gestion est petite, le système ne fonctionne pas encore d'ailleurs de façon généralisée, mais il est centré sur les citoyens. Et donc, il est plus facile de détecter quels sont les gens qui sont mis de côté, quels sont les groupes de jeunes, les besoins sociaux, et ensemble, nous parvenons à collaborer sur base d'une réalité qui est mieux comprise. Merci. Pedro, si ens vols respondre a aquesta mateixa qüestió. Sí, bueno, el ámbito de la desigualdad. Alors, cette question des inégalités est une réalité structurelle. Dans notre pays, ça existe, mais ce n'est pas unique. Hein. Ça a à voir avec une centralisation qui existe dans notre pays. Et ça surgit dans beaucoup de territoires et il faut faire des propositions concrètes. Bien entendu, les administrations travaillent, mais après, il faut trouver des solutions concrètes très souvent. Ce manque de ressources et de compétences, de moyens économiques, financiers, on essaye de le compenser avec une fonction d'organisation de la communauté à partir de la mairie.
organiser cette communauté locale de façon à mettre en œuvre les 3 objectifs qui sont les nôtres et qui sont ceux de la politique d'inclusion. Augmenter l'égalité d'opportunités, qui est un axe fondamental. Identifier les espaces, les centres d'exclusion qui existent dans les modèles organisatifs de la ville et qui permettent de compenser ces inégalités. Les mesures d'action positive de façon à suivre toutes les actions mises en œuvre par la ville, mais aussi celles qui sont mises en œuvre par la société civile, qui sont souvent complémentaires de ce que l'administration fait ou ne fait pas. Et ensuite, dépasser les villes, parce que, comme je le disais au début, ce problème ne tient pas seulement à une ville, c'est un problème de l'ensemble du territoire, c'est un problème d'emploi, de logement, d'accès à la culture, qui sont 3 axes fondamentaux de politique de lutte contre l'exclusion. Et pour dépasser ces problèmes, il faut créer des réseaux de connaissances, d'aide mutuelle. Et ce réseau, l'AIVE, ou bien le réseau national, sont des bons exemples de comment mettre en valeur ce que nous faisons, comparer avec les autres villes et l'appliquer aux nôtres si c'est nécessaire. Monsieur, voulez-vous répondre également à cette question? Oui, je dis toujours que la première chose à faire pour une ville, c'est de savoir ce qu'elle veut être. Voulons-nous être une ville de culture, de connaissance, de bien-être, etc. En outre, nous sommes la capitale de la Catalogne. C'est une forte responsabilité. Nous devons être à même de répondre à 2 choses très importantes. Le changement technologique et le changement démographique aussi. Il faut pouvoir y répondre. Depuis quelques années, on est passé de 6 millions à 7,5 millions d'habitants à Barcelone. Notre espérance de vie est l'une des plus élevées du monde. Une femme naissant aujourd'hui à Barcelone vivra en moyenne 86 ans. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous vivrions 105 ans. Et donc, nous devons être aussi un espace d'inclusion répondant à ce énorme problème du chômage. Et autre grand problème, c'est l'habitat. Le travail et l'habitat doivent être les obsessions de cette ville. Monica, allez-y. Oui, merci beaucoup de partager cet espace avec nous. Et comme toutes les villes d'Amérique latine, Rosario a un très grand défi, les très fortes inégalités qu'elle connaît. Il s'agit donc de créer des espaces de rencontres, de vie en commun permettant de renforcer les capacités et l'intégration dans la diversité. Et peut-être que le plus grand défi qui se pose à nous, les maires, c'est celui de créer des politiques publiques permettant à chaque citoyen et citoyenne de ressentir qu'il ou elle est à même de construire cette ville avec toutes ses possibilités. Et pour Rosario, il s'agit de rompre cette fragmentation territoriale. Ces endroits où la ville est installée, où se créent des processus de grandes difficultés de vie en commun. C'est pourquoi nos politiques publiques construites et orientées à partir de la charte de l'AIVE débouchent sur des actions de promotion de la vie en commun, l'égalité d'opportunités pour tous, la diversité dans l'égalité et bien entendu également l'espace où cette démocratie participative rend visible les citoyens avant tout. Sobre la mateixa qüestió. La même question, quels sont les défis qui se posent à votre ville en matière d'inclusion sociale? Alors, merci déjà à Barcelone de nous accueillir. C'est très intéressant d'être parmi vous tous. Alors, la ville de Genève a 3, je dirais, défis principaux à relever, notamment la ville de Genève est un espace international
nous avons plus de 50% d'étrangers. Et raison pour laquelle il est très important que nous puissions faire un travail d'information. Tous nos documents au niveau de la ville de Genève sont traduits, en tout cas pour l'essentiel, dans plusieurs langues. Nous avons établi dans chaque quartier, enfin dans chaque secteur, nous en avons 4 sur la ville de Genève, des guichets uniques pour les personnes où elles peuvent être accueillies, accompagnées, informées. L'autre défi, c'est au niveau de la politique des aînés. Le maire de Barcelone l'a souligné. Ces 10 prochaines années, eh bien, la population des aînés va probablement doubler au niveau de la population de nos villes. Donc, 2 générations vont quasiment se rencontrer à partir de 60 ans, si une espérance de vie de 100 ans est juste. Donc, nous avons vraiment affaire à une population importante de non-actifs. Et donc, il s'agit à la fois d'intégrer ces personnes dans le tissu social, de ne pas perdre toutes les compétences acquises par ces personnes, parce que ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit rester de côté. Donc, il y a une politique d'inclusion à mener. Il y a aussi de valoriser ces compétences, notamment au niveau de la société civile, du soutien à la parentalité, du soutien au niveau associatif. Donc, il s'agit de vraiment pas perdre ces personnes au fil des ans. Et puis, il y a tout un travail d'aménagement au niveau de l'habitat, au niveau de l'espace public, pour les personnes qui, à un moment donné, vont se retrouver avec des problèmes de mobilité, de santé. Voilà, il faut travailler là-dessus et c'est un défi important. Le 3e défi est celui du soutien à la parentalité. Nous avons pour objectif, en ville de Genève, d'arriver à répondre aux besoins, notamment au niveau des âges des enfants préscolaires, un taux de couverture des besoins d'institutions de la petite enfance à 100% des besoins couverts. Et depuis mon arrivée, il y a maintenant 3 ans, et à l'horizon 2016, on devrait proposer plus de 1000 places supplémentaires aux familles. On arrivera à 4000 places au niveau des structures de la petite enfance, ce qui n'est pas rien, puisque ça représente un budget qui va avoisiner des 100 millions au niveau des investissements. Donc c'est un défi important parce que pour permettre aux familles de concilier activité professionnelle, parentalité, il est important aussi d'entendre justement ces besoins. Et puis aussi en matière d'égalité de chance, c'est très important que dès la petite enfance, eh bien, cette égalité de chance soit favorisée au niveau des structures collectives. Ensuite, il y a l'école. Et pendant que les enfants sont à l'école, il y a toutes les structures périscolaires. Et là encore, il s'agit de les renforcer. On a eu plusieurs exemples pendant ce congrès. Et évidemment que c'est très enrichissant pour nous de pouvoir aussi nous inspirer des pratiques des autres villes. Voilà pour les défis. Très bien, je vous remercie. Nous passons à un petit désordre de questions, si vous voulez bien. J'aimerais commencer par Madame Monica Fein. Pourriez-vous, étant donné votre grande expérience à Rosario, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'intervention municipale couronnée de succès en faveur de l'inclusion, une expérience qui pourrait nous être particulièrement utile, nous permettant de voir ce qu'est la force du fait d'être une ville éducatrice. Bon, j'ai peu de temps, mais je voudrais quand même faire référence à des choses importantes. Nous sommes certains que dans une ville, on peut apprendre partout et les politiques publiques doivent avoir pour objectif de faire des villes éducatrices. Nous avons changé notre vision de l'espace public. L'espace public a grandi beaucoup. On avait 2 mètres carrés d'espace public par habitant. Maintenant, on a un espace public de 11,8 mètres carrés par habitant. Donc, c'est un espace public d'intégration sociale.
Et cet espace public se trouve près de la mer et donc c'est l'espace le plus cher en termes financiers. C'est celui qui est offert à la communauté des habitants. Ensuite, c'est une ville où les citoyens participent dans toutes sortes d'initiatives comme les économies d'énergie, la production de compost, la collecte de vêtements. Il y a un rapport du citoyen avec cette notion de durabilité. Et puis, il y a la question du budget participatif que nous sommes en train de voter précisément en ce moment. Et nous sommes arrivés à 100 000 votants, électeurs, si vous voulez, qui décident. Et donc, ce sont des gens qui participent à la réflexion et à la construction de la ville. Lorsque nous pensons à l'accessibilité également, tous les lieux privés au public, d'après les décrets de la mairie, doivent être accessibles à tous et être inclusifs de façon à ce que des personnes qui y vivent et puissent avoir à tous. Regardez la ville de Flores, c'est regarder une ville où l'intégration se trouve partout. Mais j'aimerais peut-être faire référence à quelque chose qui est celui de la passion. La passion commence avec les enfants. Nous avions une structure où des enfants de 4 ans essayaient occuper les places qui existaient. Nous avons décidé de changer ce paradigme. Nous avons essayé de unifier les endroits d'utilisation physique, d'utilisation pour les activités physiques et sportives, les concepts de bonne alimentation. Tous ces concepts intégrés ont permis de faire plusieurs tranches d'âge d'enfants jouer ensemble dans les mêmes endroits. Par exemple, l'offre d'emploi à des populations LGBT ou, par exemple, la participation sociale à la discussion et au combat à la violence de genre. Et tous les espaces d'utilisation publique ont un élément de participation, de transformation des paradigmes d'une société qui était individualiste vers une société de rencontres permanentes. J'ai réservé les questions peut-être plus difficiles pour le maire de Rivas Vacia Madrid. J'ai cru que je pouvais oser davantage. On parle toujours d'histoire de succès. Pouvez-vous nous parler des principales difficultés que vous rencontrez? Quels sont les obstacles à ces politiques d'inclusion? Y a-t-il des facteurs qui sont les plus négatifs? Merci beaucoup de m'avoir réservé ce privilège. En termes d'obstacles, je n'ai que 2 à 3 minutes pour vous répondre et je vais en parler très synthétiquement. Il y en a beaucoup. 3 d'abord. Le modèle économique. Le modèle économique où l'accumulation de richesses et la consommation font partie intégrante des relations de pouvoir qui existent dans les sociétés, jusqu'au modèle économique dans son expression politique, va constituer un obstacle, une frustration qui va limiter toutes les actions que nous voudrons mener dans une ville. Donc,
Nous devons intervenir dans la mesure de nos possibilités, non seulement dans notre territoire, mais pour changer ce modèle économique dominant. En tout cas, dans mon pays, on parle de modèle institutionnel. Il n'y a pas en effet d'harmonisation entre les autorités qui ont toutes les compétences pour résoudre les problèmes d'inégalité. Ce ne sont pas les municipalités. On a récemment approuvé une loi qui diminue encore les compétences des municipalités en termes d'action sociale, parce que notre compétence est une compétence légale. Il y a des mécanismes pour empêcher certaines choses. Il n'y a pas de service public permettant de garantir l'égalité d'opportunités. C'est une question de ressources permettant de maintenir ces principes d'égalité. Et donc, c'est quelque chose d'assez impossible dans notre pays. C'est un obstacle donc essentiel qui a pour origine la volonté politique négative. Et puis, il y a des obstacles à caractère social. Et là, il s'agit plus d'un travail difficile du point de vue pédagogique. Comment expliquer à la partie majoritaire d'une société que le fait de mener des politiques à l'intention de communautés plus petites qui ont certaines difficultés spécifiques n'est pas les favoriser aux dépens d'un autre groupe, mais que cela sert absolument tout le monde. Parce que les politiques d'égalité doivent garantir que tout ce qui est en faveur de l'égalité est à la disposition de tous les citoyens et pas seulement de groupes spécifiques. Donc, indépendamment des ressources existantes, tout doit servir tout le monde. Monsieur Trias, je ne vais pas vous faciliter les choses, ne le croyez pas. En supposant que la coopération entre l'initiative publique et privée, ONG, volontariat, etc., mouvement de voisins, est essentielle pour la résolution, le travail des cités éducatrices. Est-ce que c'est facile, cependant? Y a-t-il des tensions à résoudre? Quelle est la difficulté que représente tout cela? Non, ce n'est pas facile. Il y a pas mal de gens qui n'y croient absolument pas. Que ce sont les administrations publiques qui doivent tout faire, celles de l'État. Et vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps, que je ne suis pas d'accord là-dessus. Je crois que les administrations publiques ont une tâche tout à fait claire de planification. Planifier, c'est essentiel pour l'administration publique, mais il y a une autre responsabilité pour cette administration publique, c'est d'arriver à un accord de financement. Une partie en sera du secteur privé et la gestion. Et pour la gestion, l'administration publique veut s'en occuper également. Et je crois que le secteur tertiaire, le secteur sans but lucratif, est absolument essentiel. C'est une façon de multiplier les ressources et ça représente d'autres occasions de faire beaucoup de choses. Et les gens ressentent que ce qui se fait au travers de ces organismes, donc la professionnalisation de ces responsabilités, être capable d'accompagnement. Et si on ne croit pas à tout cela, cela ira très mal. Il n'y aura que difficultés, chacun se débarrassera de sa responsabilité sur les autres. Et je crois qu'à Barcelone, nous sommes arrivés à un accord très important. Nous avons été à même de conclure un accord citoyen pour une Barcelone plus inclusive. Il y a plus de 500 organisations qui y participent, 5 000 professionnels, 13 000 personnes bénévoles, ce qui signifie en outre un mouvement de 450 millions d'euros. Le tertiaire, je l'ai toujours dit, est un secteur qui peut créer un niveau d'inclusion impossible de par seulement l'économie libre. Le secteur tertiaire est complètement ouvert à la société. Il donnera du travail à des personnes qui sinon n'en trouveraient pas. Nous venons de voir cet exemple de ces jeunes qui ont chanté ici devant vous. Qui peut leur donner du travail? Le tertiaire.
Et autre chose très importante que nous devons faire, nous, les administrations, c'est d'être capables de faire en sorte que les entreprises privées changent de mentalité. Par exemple, à la mairie de Barcelone, nous avons approuvé une clause pour tous nos contrats, une clause de responsabilité sociale qui est incluse dans tous nos contrats, qui oblige les entreprises qui collaborent avec l'administration publique à mener des actions d'inclusion sociale. Je crois que c'est la solution d'avenir. Monsieur Lee, je voudrais vous poser une question à vous. Nous savons que les inégalités éducatives créent des inégalités sociales et nous voudrions savoir si vous pouvez nous parler d'une initiative précise de la façon dont un gouvernement local peut aider à cette égalité d'opportunités éducatives pour lutter contre les inégalités sociales. Avez-vous des exemples de ce que vous faites chez vous? 예, 우리 인류가 꿈꾸고 있는 사회적 합의는 크게 보면은 세 가지. Oui, eh bien, nous rêvons à trois choses, essentiellement l'économie, la santé, donc vivre de façon saine, et ensuite vivre comme des personnes, comme des individus humains. Ça, c'est le rêve de l'humanité. Et tout ceci serait atteint par l'éducation. Bon, en Corée, nous avons une guerre civile dans 1950. Et si les Nations Unies ne nous avaient pas protégés, nous ne serions pas là. Nous avons eu un très grand développement économique et en 88, nous avons pu organiser des Jeux olympiques. Et grâce au maire, M. Trias, qui a organisé des Jeux olympiques, également en 92, nous avons pu, à Barcelone, voir un athlète coréen passer le faisceau olympique à son collègue. Je voulais en parler ici. Alors, cette renaissance de la Corée s'est basée sur l'éducation et puis sur beaucoup de travail. L'éducation et beaucoup de travail ont permis de nous mettre à la même hauteur que d'autres pays qui ont un développement maintenant équivalent. Et dans notre ville, alors que notre pays était envahi, occupé par d'autres forces, nous avons pu compter sur des forces loyales qui ont protégé nos citoyens. Alors, bien entendu, il y a une différence entre des jeunes qui ont pu avoir un passé d'abondance et d'autres jeunes qui n'ont pas vécu ce même genre de situation. Mais c'est une différence qui ne peut pas être résolue de façon simplement économique. Donc nous avons créé un système de bourse et nous avons créé une fondation pour l'éducation avec un système de bourse. Par ailleurs, nous avons considéré que les étudiants devaient grandir dans une participation active à la vie de la ville. Et donc cette aide qui va au-delà de l'aide financière est aussi une aide à une plus grande participation. Et par ailleurs, nous avons construit des résidences d'étudiants qui offrent gratuitement leur espace pour des étudiants qui ont des difficultés économiques. Bien entendu, pour ces groupes sociaux qui ont besoin de l'aide de la société, si la société doit s'intéresser à eux, si elle ne s'intéresse pas à eux,
ça ne fonctionnera pas. Et donc, s'ils ont cette aide, ils pourront grandir, se développer. Et donc, nous offrons, par exemple, l'alimentation gratuite. Par exemple, quand ce sont des enfants, l'intérêt principal, c'est de manger. Donc, nous offrons un système gratuit de cantine. Par ailleurs, 5% de l'investissement dans notre budget municipal est appliqué dans l'éducation, dans l'amélioration du système éducatif, des installations, et ainsi améliorer les résultats déjà très bons que nous avons dans l'éducation. Bien entendu, la Corée est très loin d'ici. Moi, j'ai pris 16 heures pour arriver ici. Et je suis ici pour dire que, d'une part, grâce à l'éducation, nous avons réussi à atteindre nos objectifs et que, par ailleurs, en étant ici, dans la ville de Barcelone, nous pouvons apprendre de la ville de Barcelone les conditions d'éducation et je remercie toute cette famille de l'éducation et des villes qui se trouvent ici présentes. Senyora Alder, tinc una pregunta per vostè, que sé que en 3 minutes... Madame Alder, j'ai une question pour vous et je sais qu'en 3 minutes, vous n'allez pas pouvoir nous donner une réponse absolument complète, mais il y a quelque chose qui m'a toujours préoccupée, ou qui me semble préoccupante, à savoir comment faire en sorte qu'une politique d'inclusion ne soit pas une politique hyper protectrice. Comment arriver à ce résultat émancipateur sans finir par conserver le statu quo en quelque sorte? Se limiter à couvrir le problème et ne rien changer d'essentiel. Avez-vous une idée là-dessus à nous transmettre? Je crois que la clé d'une telle politique, c'est la participation. Il faut vraiment que la participation puisse s'exercer au niveau d'un territoire, au niveau d'une ville. Et à Genève, nous avons instauré ce que nous appelons les contrats de quartier. Et à travers ces contrats de quartier, eh bien, nous impliquons les habitantes et les habitants de la ville à travers d'abord des groupes de travail. Il y a dans un premier temps un diagnostic sur le quartier qui est établi. Ensuite, des groupes de travail se constituent à tous les niveaux de la vie citoyenne, que ce soit au niveau de l'espace public, des activités pour la jeunesse, de la prise en charge des besoins parentaux, etc. Et ensuite, ce contrat, finalement, une sorte de feuille de route d'ailleurs, est validé par le conseil municipal. Donc, c'est vraiment un engagement entre les parties pour faire avancer la vie, le bien-être social à tous les échelons de la vie municipale. Nous avons aussi, en regard de l'année de l'enfance que nous avons déclinée en 2014 en ville de Genève, fait un diagnostic au niveau des droits de l'enfant. Et au niveau des droits de l'enfant, il y a un des droits qui consiste à pouvoir participer à la vie citoyenne. Donc nous souhaitons inclure dans ces contrats de quartier des enfants, des groupes d'enfants qui puissent aussi donner leur point de vue sur les aménagements, notamment en termes de places de jeu, enfin tout ce qui les concerne, et de prendre en compte leurs compétences et de ne pas toujours parler à la place. Et c'est finalement l'essence même du processus participatif. C'est pas faire pour, c'est faire avec. Et la ville de Genève souhaite vraiment faire avec tous les habitantes et les habitants, y compris avec les enfants. Très bien. Madame Fein, Monica. C'est une question très concrète, précise. On a souvent parlé, et hier aussi, on a mentionné le problème de la fragmentation, la ségrégation. Et à Rosario, comment est-ce qu'on arrive, quelles sont les actions qui sont menées pour dépasser cette ségrégation spatiale? Il y a une ségrégation sociale, bien sûr, qui s'exprime par une ségrégation territoriale dans la ville. Comment faites-vous pour que toute la ville soit accessible à tous les citoyens?
No. Eh bien, c'est précisément pourquoi je disais que la majorité de nos politiques ont une logique visant à rompre cette fragmentation qui crée des sociétés inégales là où on habite et jusque même à l'endroit de production des biens culturels. Nos actions tentent à faire en sorte que les citoyens soient des acteurs actifs sur les espaces publics à partir de processus de création inclusifs, processus qui doivent permettre d'intégrer dans l'histoire des divers quartiers l'histoire de toute la ville, y compris les participations multiples qu'il faut avoir dans une ville pour que les divers secteurs se sentent participatifs. Il faut aussi supprimer des barrières qui sont parfois des barrières physiques et c'est pourquoi nous travaillons énormément à rompre les barrières d'accessibilité physique, amélioration de la mobilité urbaine et intégration à des espaces avec un certain contenu. Il y a tout l'espace de la mémoire qui a trait à la dictature argentine, récupération des pratiques de démocratie et chaque quartier construit d'ailleurs sa propre histoire dans cette construction de la mémoire de toute la ville. Donc il faut chercher ces espaces où la mémoire en termes de droits de l'homme nous pose aujourd'hui un défi en termes d'intégration sociale. Ça fait partie de notre tâche dans tous les domaines culturels qui sont les nôtres. À propos de cette même question, Monsieur Trias, je crois qu'il faut insister sur les causes et les mesures de prévention qui font partie donc de ces politiques dont on a dit qu'elles étaient des politiques transversales. Pouvez-vous nous expliquer une initiative développée avec les divers départements municipaux? Autre fragmentation qui est traduite dans la planification dont vous avez parlé. Réponse. Eh bien, je crois qu'une politique municipale, si on veut bien la faire, eh bien, elles finissent tous par être des politiques transversales. Une mairie comme la nôtre, par exemple, nous avons 5 adjoints au maire qui sont responsables de 5 grands domaines. Et si on ne travaille pas transversalement, cela n'a aucun sens. Il faut le comprendre et certains ne le comprennent pas toujours. Il y a l'urbanisme, il y a l'habitat, l'environnement et les nouvelles technologies font partie parfois, par exemple, d'un seul et même adjoint au maire. Ça ne veut pas dire qu'il ne fasse que cela. Je fais un peu ma propre propagande parce que nous avons gagné un prix, le prix Bloomberg, qui est en fait un programme qui s'appelle Lien, Vincles en catalan. Comment répondre aux problèmes des personnes âgées isolées qui perdent le contact avec les gens, qui vivent seuls, sans contact extérieur? Comment faisons-nous pour, au travers des nouvelles technologies, faire en sorte que ces personnes aient un système leur permettant d'entrer en contact avec d'autres personnes? Et bien sûr, cela affecte d'une façon tout spécialement les personnes responsables des programmes sociaux. Donc, nouvelles technologies, programmes sociaux. Je crois que la grande révolution qu'a vécue ce pays après la récupération de la démocratie, ça a été l'école. Nous oublions parfois comment nous étions et comment nous sommes maintenant. Nous pourrions faire beaucoup d'autocritique et bien d'autres choses encore, mais le changement qui s'est produit dans ce pays, grâce à l'éducation universelle pour tout le monde, c'est révolutionnaire, c'est extraordinaire. Tout qui vient ici a toutes les garanties.
Et donc, il y aura toujours des gens qui parleront des problèmes que tout cela a suscité. Mais de toute façon, c'est quelque chose d'extraordinaire. La seule façon d'intégrer les gens, c'est par l'école. C'est la bonne planification de l'enseignement, voir quel est le bon urbanisme qu'il faut avoir, comment planifier les possibilités de loisirs, comment les nouvelles technologies peuvent avoir un rôle à jouer dans tous ces domaines. Et donc, nos actions doivent être transversales parce qu'elles nous affectent tous. Bien sûr, il y a des plus et des moins au sein d'une mairie, comme partout dans la vie, et c'est pourquoi il y a toujours un maire. Monsieur Lee, je voudrais vous poser une seconde question dans cette seconde série, et très brièvement toujours. Je crois que c'est un problème mondial, la crise économique, veux-je dire, nécessité des politiques d'inclusion, création de nouvelles pauvretés par conséquent, augmentation des demandes de services qui exige une nouvelle implication de la société dans ce rôle des villes éducatrices. Alors, quels sont les changements qui se sont produits au niveau de la gestion municipale pour apporter une réponse face à cette nouvelle situation? Est-ce que vous avez modifié votre organisation pour tenir compte de la situation nouvellement créée? 이게 이제 신빈곤층이라고 우리가 부르고 있는 문제인데요. Cette nouvelle pauvreté dont vous parlez, bon, disons qu'il y a une bipolarisation économique, en fait. Et cette bipolarisation est différente de celle qui existait avant. Actuellement, ce sont des gens qui ne trouvent pas de travail, ou il y en a même qui ne veulent pas travailler. Et donc, nous devons créer un environnement où tout le monde veut travailler. Et donc, ces gens, avec leur travail, puissent se sentir bien avec leur vie. C'est un problème économique, mais c'est aussi un problème social et de citoyenneté. Et donc, grâce à la formation permanente, je pense que l'on peut augmenter cette satisfaction personnelle et le développement personnel de chacun. Nous avons un centre pour les chômeurs qui accepte également les personnes âgées, aussi les femmes, et trouver une solution, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent, c'est essayer de trouver une solution individuelle pour chacun d'entre eux. Nous essayons par ailleurs de créer un emploi pour les gens avec des handicaps, pour les femmes aussi. Et nous voulons créer des formes coopératives d'institutions sociales, de façon à pouvoir faire bouger l'économie avec l'aide de ces institutions sociales aussi. Disculpin, però la traducció a vegades va una mica més lenta que la realitat i... Excusez-moi, mais j'ai attendu la fin de l'interprétation. Pour Madame Alder, et c'est quelque chose d'un peu spécial qui, j'espère, aura un certain sens pour vous. Chaque fois que nous parlons, en effet, d'exclusion, nous parlons de celle qui est liée à la pauvreté. Mais il y a également une exclusion qui découle d'un excès de richesse, l'explosion de la richesse. Et peut-on agir là contre, si c'est possible? Faire en sorte donc que les plus riches participent également de la vie de la ville. J'ai vu des cas de cela ici, chez nous,
d'émigration à partir de Barcelone vers d'autres villes ou à l'inverse, il y a une certaine difficulté pour les intégrer. Ils n'ont pas vraiment de difficulté, mais ils ne font pas partie de la vie communautaire. Y a-t-il donc des politiques pensées pour ce type-là d'exclusion du haut? Écoutez, alors effectivement, alors vous connaissez en tout cas tous l'image de la Suisse et notamment de Genève. Effectivement, il y a beaucoup de richesses. Maintenant, comment on pourrait faire participer les riches plus à la vie sociale, c'est déjà par l'impôt. Et on a une grande discussion au niveau de la Suisse et même une votation qui veut éliminer ces forfaits dont bénéficient les riches qui s'installent en Suisse. Maintenant, moi, j'ai pas beaucoup de soucis pour les personnes qui ont des fortunes colossales. Je crois que l'effort d'une politique publique doit se faire en faveur des plus faibles. D'ailleurs, la Constitution suisse le dit très clairement. La force d'une communauté, elle se mesure par rapport aux soucis qu'on a du bien-être du plus faible de la communauté. Donc moi, j'ai toujours été dans cette vision. Je pense que les riches contribuent, ils s'en sortiront toujours bien, alors que le pauvre, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc il y a un moyen, c'est par rapport à l'égalité au niveau de la fiscalité. Et on voit bien avec la mondialisation et les astuces qu'ont les gens fortunés pour mettre à l'abri l'argent pour qu'il échappe finalement à la participation de la vie collective. Donc c'est un grand souci que nous avons. Maintenant, voilà, il reste qu'il y a quand même des philanthropes qui participent alors à travers des fondations et on est bien heureux que ces fondations existent. Mais voilà, nous avons un souci pour les plus pauvres et c'est vrai que l'écart entre les uns et les autres se creuse, c'est vraiment une réalité. Au niveau d'une ville comme Genève, nous avons de plus en plus de sans-abri. La ville s'efforce, et surtout maintenant c'est la période hivernale, d'accueillir ces personnes, de leur offrir un toit. Ça a un coût. Aujourd'hui, nos budgets sociaux sont aussi menacés parce que la législation... elle est un peu particulière, je ne vais pas vous faire un cours sur la législation suisse, mais on veut empêcher les communes d'avoir leur propre politique d'aide sociale et finalement c'est un nivellement par le bas. On va obliger finalement les communes qui font plus de descendre un peu le standard pour pouvoir, sous prétexte d'égalité entre les habitantes et les habitants d'un territoire, ce qui est totalement faux. Moi, je pense que nous devons tout faire en sorte pour que les minima augmentent. Or, c'est tout le contraire qui se passe, mais c'est quelque chose que nous voyons à l'échelle de l'Europe. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour les riches. Je pense vraiment qu'ils s'en sortiront toujours bien. Par contre, j'ai beaucoup d'inquiétude pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ont beaucoup de peine à vivre. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous anime comme maire d'une ville et partout dans le monde. Et pour terminer, vraiment, cette seconde série et dernière série de questions, j'avais dit que j'avais laissé pour le maire de Vacia Madrid la dernière question. C'est une question difficile pour des maires courageux. Et M. Lee en a parlé également. Nous commençons à voir des cas d'exclusion sociale qu'on peut appeler volontaires, c'est-à-dire des cas d'auto-exclusion personnelle et collectif. Il y a les mouvements Occupy, le homeschooling, donc l'enseignement à la maison, le refus du système scolaire habituel, réglementé. Et donc, c'est une volonté de se maintenir en dehors du système. C'est en tout cas l'impression que cela donne. Il
Faut-il donc respecter cette volonté de s'auto-exclure du système? Y a-t-il des limitations à cette tolérance? Que peut-on faire parce que cela crée des difficultés pour la vie de la ville? Oui, je vous remercie. J'adore cette question, en fait. Je crois qu'il faut respecter cela, en tout cas. Je ne crois pas en cette idée que ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Je crois plutôt que ma liberté commence avec la liberté de l'autre. Donc, il faut des relations dans la diversité. Et comme les sociétés sont diverses, bien sûr, il faut respecter ce phénomène. Et en outre, presque tous les mouvements, les espaces qui ont créé des transformations de la société se sont faits en dehors des majorités. Les majorités ont créé peu de révolutions et de changements sociaux. Dans le domaine de l'éducation, d'ailleurs, nous avons un bon exemple. L'autre jour, je parlais à Luis Gómez Llorente, un professeur socialiste, qui expliquait que l'école publique n'est ni l'école étatique ni l'école privée. C'est l'école qui appartient à la communauté éducative. Si l'école publique n'appartient pas à cette communauté éducative, nous avons un problème. C'est ce que je veux dire. Quand on connaît par contre d'autres expériences pédagogiques, historiques d'ailleurs, nous sommes en Catalogne et il faut citer Freddy Guardia par exemple, il y a Ivanic, McLuhan, etc. Ces autres expériences qui analysent d'ailleurs très bien leur réalité, il est inévitable de savoir que l'on a donc pu incorporer des changements dans les modèles officiels s'il y a un espace pour ce faire. Donc, respect pour cette diversité, la reconnaître et l'inclure dans le processus d'obtention de ressources. Quant aux limitations, eh bien, je n'en connais qu'une, c'est celle des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme, les droits de la personne, des enfants. Et autour de cette convention, il faut organiser cette diversité. Et finalement, à propos de droits de l'homme et d'éducation, au nom de ma ville et du réseau étatique, je voudrais lancer un message de sympathie à la délégation mexicaine, étant donné ces 23 étudiants qui ont été assassinés. Très bien, nous sommes arrivés à la limite de notre temps de parole. Les organisateurs m'ont demandé de faire une toute petite synthèse de ce qui a été dit ici, mais je crois que c'est très compliqué. Je dirais seulement une ou deux choses inévitablement partielles. On a souligné certains éléments relativement nouveaux quand on a parlé des problèmes d'inclusion, fort reliés à la démographie, au vieillissement. Nous pensons toujours aux enfants, mais il y a des sociétés très vieillies en Europe qui commencent à poser un important problème qui a à voir aussi avec les villes éducatrices. Les personnes âgées devront faire l'objet de notre attention dans les années à venir, tout à fait spécialement, sans oublier bien entendu les jeunes et les enfants. Mais ces questions reliées aux grands changements démographiques devront donc être incorporées de façon urgente d'ailleurs. Et puis, il y a tout le problème que nous avons vu dans tous les débats, à savoir la fragmentation sociale, les difficultés qu'il y a à faire la différence entre fragmentation et diversité, comme on vient de le dire. Quand est-ce que c'est de la fragmentation? Qu'est-ce qu'il faut respecter dans ces diverses articulations? Cela représente d'importants défis pour l'avenir dans des sociétés aussi complexes que la nôtre ou les nôtres. Les principaux obstacles qui ont été mentionnés dépassent le domaine municipal, qu'il s'agisse du modèle économique,
les impositions même de ce modèle économique face auquel la ville ne peut pas faire grand-chose. Et puis, dans le cas de l'Espagne, il y a clairement le problème des compétences municipales. Il y a eu un changement de politique qui ramène les municipalités au lieu qui leur revient, et c'est le premier front pour toutes les difficultés, toutes les urgences. Et on a besoin de budgets particulièrement généreux. Et la vérité, c'est que c'est très difficile de savoir de quoi va être fait notre lendemain. Il est tout à fait clair que c'est une très grande difficulté pour nous. Et nous l'avons vu dans d'autres contextes que les difficultés sont peut-être différentes. Il y a plus de marge de manœuvre parfois, mais ce sont en tout cas des constatations que l'on peut faire. Et je dirais que du point de vue des solutions, des actions à mener, il y a bien entendu un aspect transversal qui est celui de l'importance de la participation. Éviter la surprotection, les formes d'exclusion, et que donc les gens doivent participer au travers du secteur tertiaire, comme l'a dit M. Trias, ou les politiques de participation active de la part des citoyens, et pratiquement, vous les avez mentionnés pratiquement tous. La proximité aussi, que peut offrir la ville par rapport à d'autres structures politiques plus éloignées, le bénévolat, la possibilité pour la mairie d'être le planificateur, mais qui permettent à tous ces réseaux de bénévoles de participer. Et je crois donc que c'est là la voie de demain, de l'avenir, le volontariat qui doit avoir un rôle de premier plan. Je vous remercie d'avoir respecté avec autant de discipline le temps dont nous disposions. Je sais que c'est très difficile et je vous suis très reconnaissant. Je vous remercie de votre aimable discipline et j'espère que la salle aura été intéressée par nos débats. Merci.